Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Une heure de discussion autour de l'actualité économique du jour, autour d'un truc. Alors, il se trouve, j'attendais qu'il y ait celui qui puisse nous apporter réellement la réponse, même si je me méfie de la complexité de la réponse, mais de temps en temps, il faut affronter la complexité. Donc, on a fait moins 8 plus 7. Moins 8 de croissance 2020, plus 7 2021, et pourtant on est au-dessus. Maths de CM2, ça résiste à l'entendement basique. Donc Jean-Charles Simon va nous expliquer tout ça. Je crois que tout le monde a un peu raison dans cette histoire. Enfin bref, voilà. Donc on va reparler de la croissance. Et puis derrière, c'est peut-être en fait, c'est ça qui sera intéressant. L'un des clivages en fait du vote aujourd'hui, croissance, pas de croissance, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, on va parler de tout ça. Toujours la crise de l'énergie. Et puis, petite question. Tiens, on va peut-être démarrer là-dessus d'ailleurs, puisqu'on a une femme de la tech. Et parler du Next 40 là. Next 40 sans femmes. Je trouve ça quand même un peu énorme. Allez, on y va, c'est Bismart. C'est donc Isabelle Bordry qui est avec nous, la fondatrice de Retency. Salut Isabelle. Jean-Charles Simon. Salut Jean-Charles. Bonjour. Économiste, président de Station. Et François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier, salut directeur Stéphane. Associé Initiative et Croissance. Et surtout... Finance, Initiative et Finance. Bah oui. Mais sur la croissance. Oui, parce que surtout, ça n'empêche pas, croissance très bien. Voilà. Surtout auteur du bouquin La crise de l'abondance. Et donc, je sais que c'est l'idée de la croissance est ton sujet. C'est pour ça que je te challengerai un peu là-dessus, parce qu'en discutant, on prépare une émission avec Nexence très intéressante sur les réseaux, l'investissement, etc. Et tout. Et la question de la production du cuivre est quand même une question... hyper challenging, mon cher François-Xavier. Je te raconterai ça. Isabelle. Alors d'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Juste un point, je sais que Jean-Charles ne sera pas d'accord, mais juste un point. Donc le Next 40, donc l'indice des 40 startups les plus prometteuses en France, monté par Bercy, à l'époque par Mounir Majoubi. Le Next 40 a été publié, donc je crois que c'était hier. C'est quand même un truc institutionnel. Ils n'ont pas été foutus de trouver une boîte avec une femme. Je trouve ça dingue. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas quand même au cœur de notre écosystème digital une boîte qui soit respectable. Enfin, j'en ai vu certaines, c'est pas non plus des futurs Google, tu vois. Enfin, juste pour le symbole, ils n'auraient pas pu faire un effort. Comment est-ce que tu vois le truc ? Et puis ensuite, j'aurais d'autres questions à te poser sur cette thématique. En fait, cet indicateur est un indicateur qui est basé sur les levées de fonds et les valorisations, les dernières valorisations des sociétés. Alors effectivement, dans les 40 plus grosses valorisations ce dernier mois, il n'y a pas d'entreprise gérée par des femmes. Quand on étend un peu à 120, il y en a 14. Ouais. Donc c'est déjà un peu mieux. Maintenant, est-ce que c'est un... Non, mais attends, je te reprends, pardon. Mais non, c'est pas seulement les valos au moment des levées de fonds. C'est un indice, en l'occurrence là, il est pour l'année. Et il est quand même, notamment en termes de secteur, etc. et tout, exactement comme le CAC 40. C'est un indice composé pour essayer de refléter la réalité de l'écosystème. Donc, je continue à penser qu'ils auraient pu faire un effort. Vas-y. Oui, mais on ne va pas non plus mettre un seul critère qui est un critère a été créé par une femme ou est géré par une femme. Ok, parce que, c'est toi qui le dis. Après, à un moment donné, c'est très bien d'avoir des quotas, mais ça peut être aussi à un moment donné perturbant dans est-ce que vous y êtes parce que vous êtes une femme ou est-ce que vous y êtes parce que votre entreprise est prometteuse. D'accord. Après, moi je trouve que les critères qui sont utilisés, et les critères que j'avais en tête étaient plutôt des critères de valorisation, de montant de levée de fonds, éventuellement de croissance du chiffre d'affaires, mais en tous les cas pas de résultat net. Ça c'est une évidence. Oui, ça c'est sûr. On s'aperçoit que parmi ces sociétés, alors le critère est très bien parce que ça montre une dynamique économique, une dynamique des investissements. Et sur le marché français, on s'est souvent beaucoup plaint qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissements. Donc tout ça est plutôt positif. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez été à l'initiative de levée de fonds très très forte que votre entreprise est pérenne. Et moi, ce qui me choque dans cet indicateur, c'est qu'il y a des sociétés qui sont là depuis bientôt une quinzaine d'années, qui ont encore besoin de lever 550 millions d'euros. Et qui n'ont donc pas, à mon sens, aujourd'hui démontré un modèle économique pertinent et ou une capacité de se développer sur des fonds propres. Et quand vous prenez l'historique sur les 10-20 dernières années de success story française, il y a Free, fonds propres, quasiment. Il est rentré sur le marché très tardivement par rapport à son développement. Il y a vente privée,
qui a fait quelques petites levées de fonds, mais qui n'étaient certainement pas des levées de fonds à plus Très de 100 juste. millions d'euros, qui est une success story, qui ont ouvert leur capital parce qu'à un moment donné, les actionnaires initiaux sont partis. Et à côté de ça, vous avez d'autres entreprises qui ont été fortement valorisées sur les dernières années, comme par exemple Sigfox, qui a levé 500 millions d'euros et qui n'a jamais trouvé son marché. Donc en fait, la difficulté, c'est oui, il faut mettre en avant une dynamique de marché, une dynamique d'innovation. Mais par contre, il ne faut pas forcément trop vite encenser ou alors faire croire que parce que vous avez une valorisation à un instant T et une levée de fonds très importante, que vous êtes une entreprise pérenne économiquement parlant. Ok. Et c'est cette confusion qui, je trouve, est un peu entretenue. Et super intéressant. Mais le côté femme t'intéresse absolument pas et j'en suis ravi. Mais non, mais j'en prends acte. Moi, je voulais poser la question. Je fais partie de ces femmes. Attends, j'ai une question. Oui. Une très simple. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as eu un obstacle dans la croissance de Retency, par exemple, quelqu'un t'a dit, ou tu as compris que tu n'aurais pas accès, j'en sais rien, aux prêts bancaires, aux fonds, là, hein, parce que tu étais une femme, et qu'une femme dans la tech, on n'avait pas confiance? Non. Bon, ben voilà. Je pense qu'au contraire, ça peut m'aider. Là où j'ai eu des difficultés, c'est lorsque j'ai été nommée directrice générale d'un groupe. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était compliqué. Et c'était la première fois que je sentais que c'était compliqué d'être une femme. Parce qu'il y avait des personnes que ça choquait d'être gérées par une femme plus jeune qu'eux. Et voilà. Et donc, c'était compliqué. Et c'est, je pense, un problème de culture qui va bouger. Après, est-ce que, et ça c'est un sujet qu'on a aujourd'hui, on a des femmes qui se présentent présidentes de la République, est-ce que c'est important d'être une femme ou est-ce que c'est important d'être à la hauteur du poste de la présidente de la République? Pour moi, c'est la première chose qui est importante. Et c'est là-dessus qu'il doit y avoir un critère. Et donc le fait de faire la une de elle ne justifie pas qu'on sera à terme une bonne présidente de la République. Très bien, ben voilà, réponse claire. Alors peut-être sur l'indice lui-même, la composition de l'indice, parce que Jean-Charles, j'ai trouvé très intéressant ce que disait Isabelle. J'ai jamais compris à quoi servait cet indice. C'est-à-dire que pour moi, un indice... À mettre en valeur, à mettre en lumière, en fait. C'est pas ce dont elles manquent, ces entreprises-là. Pour la plupart, elles ont de la mise en valeur. Ça, c'est, oui, c'est vrai. Un indice, ça a du sens pour une liquidité d'activité et on apprécie comment évolue cette valorisation, cette capitalisation globale et ça sert par ailleurs de sous-jacent à des produits financiers. Mais je n'ai jamais trop compris et j'ai toujours trouvé que c'était source de potentielle incompréhension ou malentendu autour de ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, finalement, d'une certaine façon, Isabelle le dit très bien, c'est-à-dire qu'on a des entreprises là-dedans qui sont totalement différentes. Il y a des gens qui sont cotés, qui ont totalement confirmé leur modèle et il n'y a plus de sujet. Vraiment, c'est des entreprises aujourd'hui qui, justement, sont déjà peut-être, enfin, certaines dans le SBF 120 et peut-être demain dans le CAC 40. Et donc, le sujet n'est plus, on va dire, de les mettre en avant parce qu'elles ont déjà confirmé les choses. Et d'autres qui, en revanche, sont très très loin de ça et qui, malheureusement, pour certaines d'entre elles, ne seront pas pérennes. Donc, je trouve qu'on veut faire une forme de top comme ça, 40, qui est pas formidable. Ça a correspondu justement à la phase un peu de Mounir. Alors, non, mais très modestement, parce que j'en suis un peu à l'origine. Oui, voilà. Il se trouve que c'était Noël, je ne sais plus quelle année, dans un Bercy très Welbeckien, avec Mounir Majoubi, parce que Mounir avait l'idée d'élargir son spectre, et où je lui disais non, il faut être 40. Je crois qu'à ce moment-là, quand même, ça a été un projecteur intéressant pour la French Tech. Voilà. Mais maintenant, je suis assez d'accord avec vous. Maintenant, je trouve qu'on arrive à une maturation du sujet start-up, tech, licorne, qui est telle que voilà, ça n'a plus vraiment de sens. Et en plus, là-dedans, il y a des choses qui vont bouger extrêmement vite. C'est-à-dire des valorisations, on le voit pour certaines qui sont pas du tout, qui correspondent pas à leur niveau dans ce classement. Ça change à une vitesse considérable. Et ça, c'est pas apprécié par le classement, justement. Alors que dans un indice boursier, c'est apprécié au quotidien dans le classement. C'est-à-dire qu'on voit dégringoler ou monter une entreprise. Donc, je trouve que voilà, il y a un petit côté artifice. Donc, encore une fois, je comprends la genèse, mais qui me semble aujourd'hui décalé. François-Xavier ?
Non, moi je réagis. J'aime bien la façon dont Isabelle a répondu à ta question. Moi aussi. Je trouve que c'est la partie émergée de l'iceberg. Pas de femmes au Next 40. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans la tech, et là, c'est des causes beaucoup plus profondes sur la formation, notamment sur le fait que les formations scientifiques soient extrêmement encore des formations où tu as 10 ou 15% de femmes uniquement. Mais on a la même question pour la finance. Dans l'investissement, c'est pas très féminin. Donc il y a beaucoup de métiers encore qui ont besoin d'être féminisés, parce qu'il y a des jeunes des jeunes diplômés qui doivent rejoindre ces métiers-là. Qu'il faut effectivement. C'est plutôt comme ça qu'il faut penser la chose. C'est plutôt comme ça qu'il faut se dire, c'est complètement stupide de se priver de la moitié des cerveaux qu'on peut avoir dans des jobs techniques, dans des jobs où on a besoin de construire un avantage concurrentiel. Donc comment est-ce qu'on travaille à la base pour que des femmes aient envie et se trouvent heureuses dans des jobs comme ça. Et j'aime bien cette façon de prendre le par le bas et pas par le... Mais les choses changent très vite. Moi, il y a une statistique qui m'a impressionné, c'est au SBF 120, dans les COMEX du SBF 120, il y avait 7% de femmes en 2010, on est aujourd'hui à 22%. Ça, avant toute régulation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une nouvelle génération, Isabelle en est l'incarnation, et il y a beaucoup ça qui se diffuse aujourd'hui dans les grandes entreprises, la culture a changé, ça y est, c'est-à-dire que la génération quinca, quadrica pouvoir, mais s'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat. Et le vrai débat, il est exactement celui que François-Xavier vient de soulever, et là, pour le coup, il me terrifie un peu, quand on voit les statistiques de la réforme Blanquer, c'est comment s'ajuste garçons, filles, sur les enseignements techniques très tôt dans la scolarité, donc avant le bac, là on est avant le bac, et c'est absolument terrible quand vous voyez les spécialités, justement, une spécialité qui est numérique, sciences de l'information, où on est à des taux de féminins extraordinairement bas, on a plus de 90% de garçons. Parce que la réforme du bac fait qu'ils choisissent leur spécialité, voilà. Et en quelle classe, en seconde ? En première. En première. Et c'est en fin de seconde pour la première et la terminale, et on a vu chuter, par exemple, la part dans les maths, le fameux débat autour des maths, c'est que la part des filles a beaucoup chuté et qu'elle est extrêmement faible dans les disciplines plus techniques encore, qui sont des options moins essentielles. Et là, on retrouve pour moi tous les biais sociétaux et vraiment très très anciens, lourds. Et cela, pour les dépasser, c'est pas justement... C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai toujours été opposé au quota. Mais c'est pour ça qu'il faut des rôles modèles, non ? Il faut des rôles modèles. Oui, mais voilà, donc on revient quand même sur le point de départ. Oui, il faut des rôles modèles. Il faut aussi peut-être un peu des quotas. Je pense que j'étais assez contre en politique parce que je trouvais que c'était... En fait, on appelait les femmes ou on prenait les maîtresses ou les collaboratrices. C'était pas très valorisant pour les femmes. Mais au final, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en politique, il y a quand même plus de femmes. Je pense que dans les conseils d'administration, s'il n'y avait pas eu une obligation, puisque là, on est aussi un peu dans l'entre-gens, ça n'aurait pas changé suffisamment vite. Et donc, le quota était effectivement important. Et c'est ce qui permet peut-être aujourd'hui d'avoir des effets sur le comité. Oui, mais ça montre... Il n'y a pas de loi pour ça. Oui, mais ça montre que du fait qu'il y ait des femmes au conseil d'administration, on s'aperçoit qu'effectivement, il peut y avoir aussi des femmes. Je pense que ça diffuse. Et aujourd'hui, pour en discuter de temps en temps avec certains, les débats dans les conseils d'administration ont changé. Il y a des entreprises où effectivement certains administrateurs disent on a des débats qui sont différents puisqu'il y a des femmes. Donc ils s'attachent à des sujets différents, etc. Donc voilà, il faut continuer à penser qu'ils auraient pu en trouver une ou deux à mettre dans le Next 40. Mais il y en aura. Jean-Charles, alors, de manière concise mais pas trop. Moins 8 plus 7 et pourtant on est au-dessus. Oui, mais comme tu le disais en introduction, tout le monde a raison selon le critère qu'on regarde. En fait, la croissance, donc c'est des flux d'activité qu'on regarde en général au niveau du trimestre. Donc on regarde ce qui s'est passé. On ne regarde pas moins que ça. Tout le monde s'est aligné sur ce standard. C'est-à-dire qu'on regarde chaque trimestre combien l'économie a produit. Et puis, on fait une comparaison d'année sur année ou d'un trimestre sur le trimestre qui prévalait la même année, l'année précédente, pardon, et on regarde comment les choses ont évolué. Et en fait, donc, ce qui se passe typiquement en 2020, c'est qu'il y a une chute très forte au deuxième trimestre. Donc, l'ensemble de l'activité est très basse sur l'année avec cette chute dépasse les 20% au deuxième trimestre 2020. Et donc, la comparaison, évidemment, d'une année sur l'autre tient compte de ces 4 trimestres, chacun pour donner moins 8 par rapport à 2019, par rapport aux 4 trimestres de 2019, et plus 7 des 4 trimestres 2021 par rapport aux 4 trimestres de 2020. Mais si maintenant on regarde où on en est au 4e trimestre 2021, c'est-à-dire le dernier qui vient d'être publié,
et qu'on regarde le 4e trimestre 2019, c'est-à-dire le dernier avant le Covid, eh bien, on est au-dessus. J'ai compris. On est à peu près 1% au-dessus en France. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait positif et à saluer. Et je comprends assez mal qu'on prenne ça avec des pincettes en se disant c'est pas terrible en soi. Après, on peut expliquer quels efforts ont été faits. Et là aussi, on verra qu'en fait, c'est à peu près légitime. C'est qu'on n'a pas cramé la caisse, comme on le dit, spécialement par rapport à d'autres pays qui, eux, sont en dessous. C'est-à-dire ne sont pas encore revenus à ce niveau qui était celui qui prévalait avant la crise. Donc nous, on l'a retrouvé, on l'a dépassé. On l'a dépassé de 0,9%. Exactement, de 0,9% par rapport donc, à ce dernier trimestre 2019 qui est la référence pour tout le monde, qui était comment vous étiez juste avant, à la veille de la pandémie. Puisqu'en fait, dès le premier trimestre 2020, on a déjà un impact, puisque le premier trimestre s'est terminé le 31 mars 2020, et que donc le premier trimestre 2020, il est en partie touché sur le mois de mars. Mais on pourrait aussi ajouter qu'avec une croissance moyenne d'1,5%, si on prend 2019, on serait 3% au-dessus, on enlève les 0,9, il manque quand même 2% là aussi si on prolonge les courbes. Ça, c'est une autre notion, c'est est-ce qu'on a retrouvé la tendance qui prévalait avant la crise? Là, la réponse est non. Et souvent, après les récessions, on ne retrouve pas, parfois jamais, c'est le cas de la grande crise financière, on ne retrouve pas le niveau qui était le niveau s'il n'y avait rien eu et que l'économie avait prolongé la tendance qui prévalait avant la crise. Là, d'abord, on revient très vite, contrairement à la grande crise financière, pour ce qui est de l'Europe, on revient très vite au niveau d'avant la crise. Et si jamais les choses se poursuivent bien, on peut espérer combler en partie ce gap, c'est-à-dire revenir au niveau qui aurait été celui sans Covid, si jamais les choses se passent bien au niveau si effectivement on est sur les 4% de croissance très 2022, ce qui est attendu aujourd'hui. 2022, 4%, il faudrait encore une bonne 2023 pour se dire, voilà, on recolle à peu près à ce qu'on aurait eu comme niveau d'activité sans Covid. Et ce qui montre bien d'ailleurs le caractère très exogène de cette crise, contrairement à un caractère beaucoup plus endogène dans la crise financière. Et après, il y a une troisième notion, qui est de toute façon, en revanche, cette activité, elle a été perdue. Et elle a été perdue, sauf à justement faire des bonds incroyables, elle est perdue pour le coup pour toujours. Il y a eu vraiment de l'activité en moins. Et cette activité en moins, elle a créé de la dette en plus. Absolument. Et c'est celle-là notamment qui, pour le coup, est difficile à récupérer avant bien longtemps, parce que celle-là, c'est des montants considérables. On s'en fout, elle est dans les coffres de la Banque centrale, celle-là. Jean-Charles, c'est vrai, elle est dans les coffres de la Banque centrale. Après, elle est dans les coffres de la Banque centrale, effectivement, pour les pays développés, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais il y a quand même eu de la richesse aussi un peu en moins pour des gens. Donc la question, c'est pas tout le monde n'a pas fait le même plan de compensation des effets perte de revenus. Donc voilà, il y a de l'activité et donc de la richesse qui a été perdue à un moment donné. Et ça, c'est encore un troisième concept qui est, est-ce qu'on comblera ce gap-là? Et on le comble avec, en gagnant de la croissance de manière très durable et justement en permettant à ce moment-là de revenir à des niveaux d'endettement net, notamment, qui seraient comparables à ceux qui prévalaient avant. C'est très clair, hein, François-Xavier. Oui, c'est très clair sur l'indicateur, sur le PIB. Voilà, qui est, enfin, je vais être un peu... peut-être un peu... je pense qu'on a eu 2 années de croissance exceptionnelles en 2020 et en 2021, en fait. Mais exceptionnelles. Pardon, hein, Stéphane, mais... Jusqu'à présent, c'était à peu près simple. Non, mais c'est hyper simple. En fait, la croissance, c'est quoi? C'est la vitesse avec laquelle on intègre la technologie dans nos vies quotidiennes, en fait. C'est ça, la croissance. Ça fait 2 siècles que ça a démarré avec la révolution industrielle, et c'est à quelle vitesse tu arrives à absorber la technologie et en faire un facteur qui te permet de baisser les coûts et qui te permet de développer plus de produits. La question, c'est à quelle vitesse on intègre la technologie en 2020, en 2021. Mais à une vitesse hallucinante. L'ARN, on a gagné 10 ans. Facilement, grâce à ça. Et donc, ça veut dire qu'en termes médicaux, on a gagné 10 ans de vitesse sur l'implication de ça, sur le digital, sur les entreprises. Mais on a gagné au moins 5 ans sur la vitesse de digitalisation d'entreprise, qui est un facteur de croissance monumental. Sur la façon dont on envisage le télétravail et l'organisation collective, on a également accéléré de 5 ans. Donc, en fait, ça a été un accélérateur incroyable. Et un dernier point sur lequel je pense qu'on va aussi progresser, même si ce n'est pas encore complètement clair, c'est sur la façon dont on gère l'économie. Comme le souligne Jean-Charles, on a quand même eu une crise d'une violence monumentale, qu'on a effacé en 2 ans crème. Enfin, c'est ça. Vu de loin, c'est ça. Enfin, c'est la violence de la crise. Il faut rajouter les chiffres de l'emploi, et oui, tu les as effacés crème. Incroyable. C'est incroyable. Enfin, la violence de la crise par rapport à où on en est aujourd'hui, par rapport à 2019, c'est du jamais vu. Et donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi de ça, et on apprenne justement de la façon dont on a utilisé
la monnaie, pas forcément très bien, mais pour soutenir toute l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire demain sur la façon dont on l'utilise? Donc je pense que ça, c'est pas sûr que ce soit encore complètement bien compris. Mais si on arrive à avancer sur ces sujets-là, je pense effectivement qu'on a progressé sur le plan de la croissance réelle, qui n'est pas forcément mesurée par le PIB. Parce que ça donne, François-Xavier, attends, ça donne raison à ton bouquin, c'est-à-dire... Je suis un peu cohérent quand même. Tu m'excuseras, mais j'essaye. La crise de l'abondance, on avait parlé ensemble l'année dernière, c'est de dire arrêtez de désespérer. Bah oui. Il y a dans le système économique aujourd'hui les ressources pour relever tous les défis. Mais totalement. Et c'en est la démonstration. Et enfin, la crise Covid j'ai écrit le bouquin avant la crise, mais enfin, c'est incroyable cette crise. Non. Après, il est sorti. Il est sorti après parce que Bismarck n'existait pas. C'est vrai. Voilà. Il est sorti en mars 2021. J'ai un repère assez clair. Non, t'as raison. Je commençais déjà à en parler un peu, mais c'était au début. Voilà, il a été remis à l'éditeur en octobre, donc il y avait quand même 6 mois de crise. Mais la façon dont on est sorti est absolument hallucinante. Isabelle. Oui, je suis absolument d'accord. Et moi, ce qui me bluffe le plus, c'est le niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation où, alors oui, on parle du pouvoir d'achat, oui, il y a une hausse du prix de l'énergie qui sont d'autres problématiques. Mais là, il y a une tension sur le marché de l'emploi qui montre que globalement, les entreprises vont bien, les foyers ont énormément épargné pendant cette période. Continue d'ailleurs. Et continuent d'épargner. Donc, ce qui n'est pas très bon signe, ça. Quand même. Il y a quand même des faisceaux qui montrent que globalement, la société va bien. Pour rebondir. Et en plus, pendant cette période extrêmement violente, on a effectivement intégré dans nos vies quotidiennes une innovation absolument incroyable qui a démontré sa valeur ajoutée. Oui, d'un côté le vaccin, de l'autre côté Isabelle, les cours sur Internet. Isabelle, pourquoi est-ce qu'on peut prononcer, nous, comme ça, avec nos chiffres je ne les ai pas encore donnés, mais quand même, pour les cadres, le niveau de la demande est supérieur de 24% à celui de 2019, nous dit l'APEC. Un quart des entreprises ont renoncé à un recrutement de cadres en 2021. Et surtout, ça c'est le truc qui monte, un cadre sur 5 quitte son CDI après 2 ans de contrat. Voilà, c'est le truc qui monte. Comment est-ce qu'on peut, nous, aligner ces chiffres, dire la société va bien, et ressentir, quand on va sortir de ce studio, une tension comme j'ai l'impression on en a rarement ressenti? Attention, c'est quoi le contraste? Parce que le contraste, c'est qu'on a progressé en moyenne. Mais on a un système qui est ultra, j'allais dire inégalitaire, mais ça, c'est à la limite, c'est pas très grave que ce soit inégalitaire, mais injuste dans la façon dont on crée de la valeur. Attends, Stéphane. Très peu de gens se sont appauvris dans cette histoire de crise. T'as eu quand même un creusement des inégalités, notamment la façon dont on crée de l'argent. J'y reviens encore, mais t'as une appréciation des. Enfin, t'en as qui ont beaucoup plus gagné. On va dire que voilà. T'as très peu de gens qui sont appauvris, mais t'en as qui ont beaucoup plus gagné. Et notamment, on a eu quand même un vrai creusement des inégalités. Donc, pour moi, il y a cette crise et la façon dont on l'a gérée, elle est plutôt. Finalement, d'un point de vue économique, on en est très bien sorti. Sur le plan social, sur le plan de la gouvernance aussi, qui m'ennuie aussi, parce que l'État est devenu une espèce de léviathan qui décide de tout, qui investit dans tout. Donc ça me chagrine. Donc ces 2 sujets-là, pour moi, sont les vrais sujets de la crise. Le sujet social, avec la question des injustices et des inégalités, et le sujet de la gouvernance. Et c'est des gros sujets. Je ne suis pas du tout en train de les minimiser. Au contraire, ils ont plutôt été aggravés par la crise. En revanche, sur le niveau général de l'activité, Jean-Charles? Oui, pour moi, il n'y a pas de problème, en fait, vraiment économique aujourd'hui, notamment parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que, en matière de pouvoir d'achat, du côté des plus modestes, justement, les choses se tiennent bien. Donc, en fait, il n'y a pas eu les conséquences d'un moins 8% d'une année sur la vie des gens. On est sur quoi en termes de pouvoir d'achat? C'est 2,5% de hausse de pouvoir d'achat pendant la crise, c'est ça, 2,53%. Stabilisé en 2020, et effectivement, on ne les a pas encore, parce que les premiers chiffres de la croissance ne donnent pas ceux du pouvoir d'achat sur l'année, mais on sait que l'acquis est tel qu'on va être effectivement autour de 2. Donc, on a des situations qui ont été préservées de ce point de vue-là. Donc la tension, pour moi, elle est d'une autre nature. Elle est principalement politique et sociétale, au sens justement de ce que crée d'abord dans toutes les sociétés cette énorme crise sanitaire. C'est quand même... Les psys le disent, c'est des effets assez lourds sur tout le monde, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Donc ça, ces effets-là, ils sont importants. Et puis, il y a effectivement le rapport à la puissance publique. C'est que jamais on a eu une période avec des consignes, des fermetures, des obligations, des contraintes, des tensions très forte entre parties de la population, d'accord ou pas d'accord. Donc c'est cela qui crée pour moi la tension. Elle n'est pas d'ordre économique, elle est d'ordre vraiment sociétal et politique. Et pour revenir sur la croissance elle-même, là, moi ce que je trouvais formidable, c'est que effectivement les ménages, on peut dépenser. Donc en fait, c'est pas la consommation qui a attiré le retour à la croissance, c'est l'investissement. C'est l'investissement des entreprises. Les entreprises sont très en avance, et y compris au niveau de l'emploi, c'est-à-dire qu'elles ont recruté plus qu'au niveau de la production, puisqu'il y a eu
très vite plus d'emplois qu'il y en avait fin 2019, alors qu'on n'était pas encore revenu à ce niveau de production. Donc, ça veut dire qu'elles anticipent le fait qu'elles ont besoin de personnes qui travaillent avec elles, qui travaillent chez elles, pour leur croissance qui vient. Et elles ont aussi donc investi en dur, en matériel. Ça, c'est ta lecture, parce qu'il y a une autre lecture de ça, forcément lecture pessimiste, qui est de dire, ça prouve bien que ce sont des emplois sans intérêt, des emplois improductifs, des emplois qui bullshit job, puisque effectivement le niveau d'emploi est supérieur au niveau de la production. Effectivement, les gens disent du coup la productivité du travail a diminué, mais pour moi c'est complètement temporaire. C'est qu'il n'y a pas eu les capacités de revenir, parce que notamment le niveau de la production il serait encore bien plus élevé si toutes les branches, comme hôtellerie-restauration, qui est encore très en deçà de son niveau de production, étaient revenues à leur niveau de production normal. Donc en fait, quand on sera vraiment sorti de la crise sanitaire, on verra réémerger cette production, et là on aura un niveau d'emploi et une productivité du travail qui reviendront en ligne avec ce qu'elles étaient probablement en 2019. En revanche, si tu as... Attends, Isabelle, vas-y. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'il y a eu un vrai choc émotionnel, un vrai choc de sens et d'organisation au sein de chaque foyer. Et c'est ça qui donne la tension. Et je pense que c'est ça qui peut donner une tension, ou en tous les cas, les gens sont en train de changer de vie. Déjà, le télétravail fait que chacun s'organise de manière différente. Il y a eu 11 000 désinscriptions des écoles parisiennes entre 2020 et 2021 dans les petites classes. 11 000. Oui, donc ça veut dire que les gens c'est pas ça le terreau profond de la colère, Isabelle. Je ne parle pas de la colère, je parle d'une réorganisation. Oui, mais moi je te parle de ça, je te parle de cette espèce de colère permanente qu'on ressent dès qu'on allume la télévision, quoi. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment le rapport à la politique. C'est aussi, je pense, et moi je leur en veux beaucoup depuis 2018, d'ailleurs c'est avant la crise sanitaire, lié à des partis politiques qui jouent cette tension. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de la tension qui est explicite et revendiquée par certains, qui fait qu'on est dans la violence politique, dans la violence des mots donnés à tout rapport à l'État. Et comme l'État lui-même a dû avoir une attitude coercitive, effectivement, est-ce qu'elle était justifiée ou pas ? Plein de débats là-dessus, et je ne pense pas que ce soit le cœur de notre émission, mais de fait, c'est une attitude qui était nouvelle en démocratie, de se retrouver avec une attitude aussi coercitive sur un nombre considérable de choses et d'activités qui changent, qui ne sont pas toujours bien adaptées, qui ont été critiquées, on l'a vu dans l'éducation nationale, en fonction de l'ajustement de tout cela. Il est bien normal que ça crée des tensions. Et comme il y a cette stratégie d'attention d'une partie des forces politiques françaises, et que la démocratie française est pour moi sous tension, et elle l'est particulièrement à cause de son système institutionnel, et de cette présidentialisation et de ce rendez-vous présidentiel. Tout ça hystérise considérablement le débat public, et hystérisant le débat public, ça a des conséquences sur la société. Okay. Mais c'est pour moi hors de la sphère de l'économie. C'est hors de la sphère de l'économie, et c'est assez impressionnant, parce que d'ailleurs je trouve qu'il y a une dissociation complète. Et il y avait d'ailleurs cette formule, c'est Nicolas Bavrez, c'est bonheur privé, malheur public, la France. C'est vraiment très 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 dissocié de ce point de vue. C'est une lourde tendance qui remonte à... Attends, juste un mot, vas-y François-Xavier. Non, je voulais juste réagir par rapport à la logique de productivité, en fait. De même que la croissance réelle, pour moi, elle est très mal mesurée par le PIB. En fait, la productivité est très mal mesurée par la mesure technique de la productivité. C'est ce que disait Alvarion, qui est le chief économiste de Google. Il dit on n'a pas un problème de productivité, on a un problème de mesure. La réalité, c'est que la tech est tellement... Tu liras Thomas Philippon, très très bon bouquin. Il sera avec nous à la fin du mois, qui s'appelle... alors c'est The Great Reversal en anglais, mais c'est les gagnants de la concurrence, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il a été traduit bizarrement, le titre. Il fait pour le coup de l'analyse économétrique sur cette fameuse question. Sur cette fameuse question, et sa conclusion, c'est que non, on n'a pas un problème de mesure, quoi. Voilà. Mais bon, tu liras le truc. En tout cas, sur la dimension technique, indépendamment de ça, sur la dimension technique, quand tu dis Wikipédia remplace l'encyclopédie Universalis, tu as une baisse du PIB. Mais tu as un gain absolument considérable en bien-être et donc en confort. Oui, tu peux considérer que l'économie... Sur quel... Bon, tu liras le bouquin et on en reparlera ensemble. Ça marche. Voilà, on en reparlera ensemble. Tu voulais oui, moi, il y a juste un point sur cette notion de les gilets jaunes, qui étaient quand même d'une violence extrême, étaient avant le Covid. Absolument. Les gilets jaunes, c'était d'une violence absolument terrible. Il y avait la tête de Macron sur des pics. Et on n'avait jamais vu des politiques... Oui, on n'a rien oublié. Voilà. Et donc, en fait, cette haine... Je trouve, alors elle a peut-être pas diminué, mais je trouve qu'elle s'est pas accentuée, malgré la crise que l'on vient de traverser. Oui, d'accord. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.
On repart les amis. Orpea, sujet donc, dont on parlait déjà hier, et effectivement l'angle défaillance ESG est sans doute pour nous, en tout cas, l'un des angles les plus intéressants. Jean-Charles, je crois que c'était la dernière fois qu'on s'était vu. On avait parlé de ce sujet. J'étais totalement minoritaire. Tu étais totalement minoritaire. Quelques jours après, d'ailleurs. Alors, c'est deux choses différentes, je ne veux pas tout mélanger. D'abord, il y a la qualité des notes ESG, et là, très clairement, il y a une question qui se pose. Article ce matin très intéressant d'ailleurs dans les Échos. Émeric Préaubert de Sycomore Asset Management sera avec nous, je crois, la semaine prochaine. Il est actionnaire d'Orpea, il est sorti. Eux-mêmes, Sycomore, ils sont très en avance sur tout ce qui est analyse ESG. Et donc lui-même s'est pris un peu les doigts dans la porte autour de cette histoire. Comment est-ce que tu regardes cette question ? Je pense que c'est extrêmement difficile de mesurer des choses qui sont en fait d'ordre, pour une bonne part, qualitative, et de vouloir en faire du quantitatif. Ça ne marche jamais très bien. Et je prenais souvent l'exemple de la gouvernance d'entreprise pour connaître des cas très précis. Que je n'avais évidemment pas cité. Je rappelle que tu as été secrétaire général du MEDEF, de la FEP. Ouais. Voilà, je connais des été cas, au cœur de tout ça. Je connais des cas de grandes entreprises où j'avais des témoignages de gens qui me faisaient part de la violence réelle de ce qui s'y passait et qui étaient des parangons de bonne gouvernance du point de vue externe. Parce que c'est très difficile de rentrer dans la mesure de choses qui sont des comportements qui peuvent être totalement tyranniques malgré des barrières qui donnent l'impression qu'il y a tous les garde-fous et les contre-pouvoirs dans des entreprises. Et donc ça, j'ai toujours considéré que c'était très difficile de mesurer ça. Et notamment, le fait qu'il y ait des administrateurs indépendants, on ne veut pas dire que le directeur général, PDG parfois, est pas abusif dans sa façon de se comporter. Ce qui est cocasse, c'est que c'est donc Emmanuel Faber qui est en charge, pour l'un des organismes qui va essayer de mesurer ça, qui est en charge de définir des critères. Emmanuel Faber, qui voulait virer l'intégralité de son conseil d'administration du jour au lendemain, lui en tant que directeur général, pour sauver son poste. Je referme la parenthèse. L'entreprise qui s'est longtemps présentée depuis avant Faber, bien sûr, comme un modèle en matière sociale, a été une entreprise qui a pu être extrêmement brutale d'un point de vue social en grande masse, c'est-à-dire avec des salariés, les fermetures de l'U. On se souvient de la polémique de la présidentielle de 2002 sur l'État ne peut pas tout, c'était l'U. Le pauvre Lionel Jospin qui avait énoncé une vérité pourtant totale et qui s'est fait éreinter sanctionner par toute la classe politique. Absolument. C'était ça. Et il y a toujours des choses. Et là, effectivement, on savait que les tensions étaient extrêmement fortes dans ce management-là. Et pour autant, encore une fois, les discours proclamés étaient très différents. Donc ça, je reconnais que c'est particulier à la gouvernance, qui est une chose très, très, très difficile à apprécier depuis l'extérieur. Mais de toute façon, il est certain que les entreprises qui font commerce de noter en la matière ont pour moi soit des problèmes de moyens, de méthodologie très nets, parce qu'en fait... Les chiffres qui remontent, là, c'est des problèmes de moyens ahurissants. Mais bien sûr. 20 analyses pour plusieurs centaines d'entreprises. Exactement. Et alors, pour aller voir une entreprise comme Orpea et voir derrière les plaquettes les rapports annuels, c'est très facile de dire un rapport annuel. Un rapport annuel, ça dit un bon secrétariat général de groupe avec une bonne direction de la communication fait un merveilleux rapport annuel qui ne dit pas nécessairement les vérités d'activité du business. Et donc ça, je pense que c'est très très difficile à regarder et c'est justement beaucoup plus difficile que le quantitatif. Le quantitatif, c'est très difficile de le faire mentir. Si vous faites mentir le quantitatif, en général, ça se finit mal et très vite. Tout à fait. Tandis que sur le qualitatif, c'est beaucoup plus complexe. Isabelle ? Oui, je pense qu'il y a un vrai problème, je suis d'accord avec Jean-Charles, sur les sources d'information. C'est absolument incroyable que les seules sources d'information réelles soient effectivement les informations publiées par la société. Après, dans le cas présent, alors je n'ai pas encore lu le livre, je crois qu'il y avait quand même des problèmes quantitatifs, parce que toutes les problématiques de rationnement, etc., c'est quand même des problèmes quantitatifs. Donc il y avait non seulement effectivement des problèmes qualitatifs, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler quand même au bout d'un moment, et puis il y avait des problèmes quantitatifs. Moi, là où je suis extrêmement choquée, c'est qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles, beaucoup d'inspections, que les restaurateurs sont très inspectés, qu'il y a des notions d'hygiène dans les entreprises agroalimentaires qui sont extrêmement strictes, avec des inspecteurs qui viennent régulièrement. Et là, ce qui est absolument incroyable, alors effectivement, c'est un
un nouveau marché, on va dire, parce que ces sociétés se sont développées depuis peut-être une petite dizaine d'années avec l'augmentation de l'âge et de la vie. Et donc, ça, c'est effectivement peut-être un nouveau marché. Mais là, il y a une déficience réelle de ce que... D'un appareil d'État pourtant omniprésent. De l'appareil d'État qui aurait dû aller beaucoup plus loin que simplement les notes ESG et des vérifications de communication. François-Xavier, sachant que ça ne devait pas être très compliqué, puisque quelqu'un s'en est préoccupé. Ouais, enfin, il y a passé 3 ans. Il y a passé 3 ans. Oui, mais il était tout seul, assez jeune. Je veux revenir sur je veux revenir sur le sujet de l'ESG et des notations, c'est-à-dire à un moment, ça va poser la question des moyens dont disposent ces agences aujourd'hui, des moyens dont disposent les investisseurs pour apporter de l'information. Voilà, c'est comme dans la presse, quoi. En fait, If you pay peanuts, you get monkeys. L'information ne peut pas être gratuite. Oui, et surtout, c'est un sujet qui est compliqué. L'ESG, c'est un sujet qui est compliqué, qui est multidimensionnel. C'est l'environnement, c'est le carbone, c'est la matière, c'est l'eau, c'est etc. Et donc, en fait, c'est très, très compliqué. Eh ben, on s'en rend compte. Et en fait, on est obligé de passer... Je pense qu'il faut qu'on passe d'un ESG 1.0 qui est finalement de dire, on essaie de mettre des labels, des machins, on dit ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont méchants, qui est un truc qui ne marche pas parce qu'en fait, c'est une simplification extrêmement forte du sujet, à vraiment un ESG d'accompagnement. C'est-à-dire de dire finalement comment est-ce qu'on agit sur les sujets, comment est-ce qu'on travaille avec les boîtes pour les... Mais il faut avoir les données pour ça. Mais bien sûr, mais les données... Sycomore, par exemple, ils sont complètement là-dedans, tu vois, ESG d'accompagnement, mais eux-mêmes sont tombés de la chaise. Mais j'ai pas de solution. Enfin, au-delà du fait que je pense qu'effectivement... Donner des moyens aux agences. Comme le disait Isabelle, le sujet, il est quand même surtout sur la logique des contrôles sur le terrain. Si effectivement, c'est avéré cette affaire, hein, mais c'est plutôt la logique des organismes de contrôle sur le terrain. ARS, c'est plutôt à eux. Oui, mais là, moi, ce qui m'intéresse, nous, notre sujet, c'est... ce qui m'intéresse, c'est le marché. Nous, on fait du business. Mais tu vois, en fait, la question de l'ESG, c'est une question... Enfin, il se trouve que nous, on monte un fonds dans notre société de gestion qui accompagne la transition environnementale des entreprises. Mais tu peux pas te dire, je vais vous envoyer un spreadsheet Excel avec 150 items à remplir et on va s'en contenter. On regarde qu'est-ce que ça veut dire pour le business model, qu'est-ce que ça veut dire pour l'offre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'empreinte carbone, et on rentre dans les vrais sujets. Ben, voilà. Tu peux pas faire autrement. En fait, tu peux pas faire rester au niveau de la surface. Tu es obligé de rentrer complètement. Et effectivement, ce qui veut dire qu'il faut que le client accepte d'en payer le prix. Ah bah oui, non mais à un moment donné, non mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas avoir de plus en plus de réglementation autour de l'ESG, mais ça il faut l'anticiper. Je veux dire, les mesures ESG de base sur l'empreinte carbone, sur ce qu'on appelle la part verte, la conformité à la taxonomie, sur des choses comme ça, il faut que les entreprises le mettent de façon proactive parce que ça viendra un jour ou l'autre dans le PNL. Donc autant l'anticiper. Mais surtout, ça veut dire que il faut sortir de la logique on mesure et on contrôle. Sur la logique, on transforme. Le vrai sujet, c'est pas tellement que les entreprises soient pas. C'est pas tellement la façon dont ça se passe à l'intérieur. C'est comment est-ce que tu t'assures que l'entreprise vraiment soit conforme dans son fonctionnement. Et là, effectivement, pour moi, c'est pas tellement la mesure ESG, c'est vraiment la logique de contrôle et de mise en œuvre. Vous voulez rajouter un truc Oui, mais je pense pas qu'il y ait de business model raisonnable et qui puisse aboutir à quelque chose de sérieux en la matière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui sont les intermédiaires, je l'ai vécu même d'ailleurs comme celui qui répond aux questionnaires des 150 questions des organismes pour les appels d'offres. Ces gens-là, eux-mêmes, ils ont tendance à essayer de réduire leurs dépenses, donc de ne pas mettre un nombre considérable d'analystes et de gens qui regardent les choses derrière. Donc, si on fait bien ces réponses aux questionnaires, ce qui bouffe par ailleurs de la ressource dans l'entreprise, une discussion sur l'utilité de tout ça, j'en suis pas convaincu. Puis alors, avec la taxonomie, ça va être quelque chose de monstrueux. Et derrière, je ne suis pas sûr qu'il y ait, notamment dans le monde de la gestion, un vrai modèle économique pour tout ça. Parce que la gestion elle-même, elle est sous pression en matière de coûts, notamment par les trackers, donc ce que je salue et j'appuie de tous mes voeux. Et donc le client, il a quand même tendance à vouloir payer pas trop de frais de gestion. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, on l'a vu sur l'analyse financière. Sur l'analyse financière, ça a été une dégradation des dépenses en matière d'analyse. Tout à fait. Donc j'ai du mal à voir comment on va pouvoir faire de l'ESG avec beaucoup de moyens. Qui va payer ça ? Si ce n'est pas les gérants, si ce n'est pas le client, je ne sais pas qui va payer ça. Et alors, juste pour terminer, demander à ce qu'il y ait plus de gens à l'IGAS ou tout ça, je trouve ça un petit peu amusant. Parce que c'est quand même un peu contrefactuel par rapport à la façon d'aborder les sujets en ce moment. Mais à la limite, il y a c'est un trop autre sujet. d'administratifs dans le monde des services publics. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle doit en faire plus. Pour moi, le vrai sujet européen, par ailleurs, et j'ai pu juste le tester avec quelques amis qui sont dans le secteur, c'est qu'il y a un problème de concurrence dans ce secteur. Il n'y a pas assez de concurrence. C'est un secteur dans lequel la concurrence et la transparence ne
fonctionne pas assez bien. Parce que logiquement, vous avez vos parents pour lesquels malheureusement vous n'avez pas d'autre solution que ça, vous allez faire votre propre étude de marché et vous devriez pouvoir choisir et vous devriez avoir tout ce qu'il faut en termes de retour d'information pour choisir. Malheureusement, le choix n'est pas assez fort. Donc, je referme le débat. Capitalistiquement, c'est très lourd, quoi. Bon, franchement, c'est de l'immobilier. Oui, mais c'est l'immobilier. De l'immobilier de l'hôtellerie, quoi. Oui, de l'immobilier, vous pouvez le louer, et puis le reste, c'est quand même du staff, surtout. Ouais. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir là-dessus des vrais progrès qui se fassent grâce au marché. Moi, je crois encore au marché, plus mais ça nous qu'à ramène à Thomas Philippon. plus qu'à Ligas pour remplir les bonnes missions. Tout à fait. Tout son bouquin est d'ailleurs en partie ça. Arrêtez de penser que la concurrence, c'est forcément le low cost. Mais non. La concurrence, c'est un meilleur service. Typiquement, dans ce sujet-là, en général, la plupart des gens qui sont vécu concernés, avec les taxis, c'est ce qu'on vit avec Amazon. Vos parents, vous allez vraiment faire le choix qui vous importe le plus sur la qualité du service que vous proposez. Oui, je réagis par rapport à ce que disait Jean-Charles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus d'IGAS. Je suis en train de dire que les garde-fous n'ont pas fonctionné. En tout cas, c'est plus la question du contrôle qui m'ennuie que la question de la notation ESG. C'est pas la notation ESG pour moi qui va faire transformer les entreprises. Et c'est beaucoup plus le marché, effectivement. Comment est-ce que la qualité ou la sécurité se sont développées dans l'entreprise française à partir des années 80-90 ? Parce qu'il y avait également des problèmes de qualité ou de sécurité. Parce que le marché l'a voulu. Parce que le marché a mis la pression. C'est absolument clair aujourd'hui que les maisons de retraite, quoi qu'il arrive et quelles que soient les responsabilités des uns et des autres et quels que soient les faits ou pas chez Orpea... Oui, mais le marché peut réagir à des éléments tangibles, c'est-à-dire tu peux réagir à des accidents du travail pour des groupes de BTP. Ça, c'est tangible, c'est établi et tu peux t'améliorer. Là, comme le dit Jean-Charles, mais l'amélioration, elle va venir. Non, mais l'amélioration, compter les biscottes, c'est pas possible. T'as pas une entreprise qui est dans les maisons de retraite aujourd'hui qui va pas mettre en place un maximum de pare-feu interne. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de voir leur cours de bourse divisé par 3 sur une sortie d'un bouquin. Alors, et donc c'est ça le truc, c'est là où le marché, et je rejoins complètement Jean-Charles, va faire son job. C'est que si tu es dirigeant aujourd'hui d'une entreprise de maison de retraite, je peux te garantir que ta priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est je veux absolument que tout se passe nickel. Ouais. Et donc c'est ça qui fait que tu vas avoir une vraie transformation. C'est pas la notation ESG. Je tiens à dire un truc, c'est qu'en fait, moi, mon sentiment, c'est que c'est le marché qui a fait le scandale. C'est-à-dire que le bouquin sort, Le Monde en fait sa une, ok. Mais la vraie déflagration, en fait, c'est la bourse. C'est que 15% du capital va changer de main dans l'après-midi. Et en fait, ça te donne partout, mais là-dessus, on est en accord total. C'est le marché qui, aujourd'hui, est sans doute l'élément le plus vertueux. On sait pourquoi, mais l'élément le plus vertueux qui sanctionne à une rapidité dingue des manquements ESG, ce qui, Jean-Charles, n'aurait pas été vrai il y a, je ne sais pas, 3-4 ans, tu vois. Donc, quand même... Mais c'est pas le manquement ESG. Mais si, c'est le manquement... C'est le fait que la qualité est absolument ignoble dans ces maisons de retraite. Ceux qui sont sortis, ceux qui ont fait l'effondrement le premier jour, c'est ceux qui, parce que effectivement Orpea avait une note au-dessus de la moyenne en termes ESG par rapport à son secteur, et c'est ceux qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait flouer et qui sont sortis très très vite. Oui. Ça a été ça le moteur. Mais c'est parce que derrière, on considère qu'il va y avoir quand même des complications. Il y a évidemment les mouvements de gestion, mais on considère que l'entreprise elle rentre dans une zone de turbulence, que du coup elle est sous-investissée probablement sur un nombre considérable de choses, et qu'en fait ses résultats ne sont du coup plus tenables non plus. Donc je pense qu'il y a quand même des logiques de fond qui sont des logiques. La boîte n'est plus appréciée par les clients, ou va être décriée, ou va avoir une réputation dégueulasse, et donc va avoir du mal par rapport à... Non, mais tu as raison, mais je crois qu'il y a autre chose. Je reste là-dessus sur la vitesse à laquelle ça s'est passé. Je pense que c'est quand même, pour la première fois... Mais ça, c'est sûr. C'est sûr voilà, que la notation ESG ne correspond pas. C'est le directeur financier de Thales qui m'avait parlé de ça. Alors, il parlait de carbon warning. Mais voilà, tu avais des profit warning. De telles chutes en une journée n'arrivaient que sur des profit warning. Et ben voilà, tu as eu un ESG warning. Et c'est la première fois qu'un ESG warning est sanctionné avec cette force. Mais ça dit deux choses. Ça dit, un, que l'ESG, c'est juste hyper important et c'est très aligné avec l'intérêt de l'actionnaire. Il faut... Pour moi, le message, c'est quoi ? C'est l'ESG, c'est pas un truc que vous faites pour les plaquettes et pour les rapports annuels, pour faire joli. Et voilà. C'est vraiment un sujet de fond qui doit être complètement intégré dans le cœur de la stratégie d'entreprise. Et le deuxième point, c'est il faut rentrer dans le sujet, il faut rentrer dans le détail, il faut comprendre en détail. Et pour ça, pour le coup, l'investissement private equity a cet avantage-là que tu peux effectivement mieux comprendre ton investissement. Mais ça veut dire que tu dois travailler le cœur du business model pour le transformer et pour aligner
les pratiques, les process, les empreintes avec ce que tu veux faire, parce que c'est créateur de valeur. L'ESG, c'est créateur de valeur. En l'espèce, en revanche, je pense que c'est vraiment comme la prose du bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire qu'en vraiment, en fait, c'est tout simplement faire la bonne stratégie de la boîte. Et ça a toujours été le cas. Là, le bouquin sort, il n'y aurait pas eu les fonds ESG, les choses auraient été effectivement différentes en jour 1 sur les marchés. Voilà. Mais en glissement, les choses se seraient passées. Peut-être. Et je pense que dans l'autre sens, si il n'y avait que les fonds ESG qui bougent, et que les choses étaient sans problème et vivables, Absolument. Alors ce serait formidable pour les gens qui ne s'en fichent complètement des Mais critères alors ESG, justement, parce que du coup, je ils vais te montrer. investiraient dedans, et ils se diraient mais c'est formidable. Mais c'est ce qui se passe. J'achète moins cher une boîte qui en fait devrait valoir beaucoup plus cher. C'est ce qui se passe, on en parlait ensemble, c'est ce qui se passe. Ça, c'était ma réaction. Je crois que je peux le citer d'ailleurs. J'ai discuté avec Patrick Pouyanné de Total qui me dit, aujourd'hui en mer du Nord par exemple, tu ne peux plus te faire financer par les banques, le marché, par les banques. Ouais. Et donc, je ne sais pas si on va voir donc c'est des hedge funds, le papier des Échos sur le financement, la mise. Voilà. Et le private equity qui finance le charbon. Voilà. Absolument. Le charbon, nouvel Eldorado des fonds d'investissement. Bien sûr. Et là, parce que du coup, évidemment, il y a des opportunités. Enfin, l'ISR crée pour moi cette chose totalement paradoxale que vous vous retrouvez avec des formidables opportunités pour les gens qui ne sont pas liés par ces contraintes ISR. Et donc, notamment les family office via les hedge funds ou via le private equity vont investir dans ces opportunités de rendement qui sont plus arbitrées normalement par le marché. Parce que, justement, il y a des gens qui peuvent réclamer des taux de rendement qu'ils n'auraient pas pu réclamer si tout le marché était allé financer normalement une activité qui soit ce qu'elle est quand elle est considérée comme acceptable d'un point de vue environnemental. Donc c'est ça le biais majeur pour moi du système, outre les problématiques de qualité de notation et puis de choses, c'est qu'on a besoin de ces activités-là. Tant qu'une activité est dans toute l'économie, et on a tous des voitures encore thermiques nombreux et d'autres usages d'énergie fossile qui ne disparaissent pas. Donc tant que ces usages-là sont considérables et importants dans le fonctionnement de plein d'économies, on voit la part du gaz et du charbon dans l'économie allemande. On va en dire un mot. Donc tant que tout ça existe, vouloir fermer les yeux et prendre des attitudes vertueuses en disant on finance plus, je trouve ça aberrant, et ça conduit à ces choses paradoxales qui sont que vous offrez de magnifiques rendements sur des choses qui sont et pour boucler la boucle, les moins vertes. Magnifiques rendements qui vont augmenter les coûts de production de ces énergies fossiles, qui restant indispensables, vont peser, parce que ça se sera intégré évidemment dans les cours, et vont coûter de plus en plus cher, en partie parce qu'elles sont aujourd'hui infinançables par le marché. Et font la fortune de ceux qui en fait arbitrent l'ISR. Et c'est ça que je trouve finalement le serpent qui se mord la queue dans tout ça, c'est que à vouloir jouer les perles à vertu, on arrive à ce genre de choses. François-Xavier ? Oui, d'autant plus que, on parle du private equity en général, la plupart des fonds de private equity, en fait, se soumettent eux-mêmes à des contraintes ESG qui sont très classiques et très comparables à celles du public equity. Ceux qui sont en train de se goinfrer avec le charbon. Bien sûr, je parle de ceux qui, notamment ceux qui lèvent des fonds. Ceux pour lesquels les investisseurs sont des fonds de pension, sont des caisses de... Non, mais bien sûr. Après, tu as effectivement... C'est plutôt des hedge funds, enfin en tout cas des fortunes privées qui ne lèvent pas de fonds, effectivement, qui sont des professionnels entre guillemets propriétaires, parce que qui sont complètement en dehors de ce marché-là. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est effectivement une absurdité de dire on flèche systématiquement tout le... C'est ce que je disais quand il y avait les gentils et les méchants, en fait. Tous les capitaux... Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'impact. C'est les progrès de toutes les activités. Exactement. Et c'est ça là qui est intéressant, parce que si tu dis on va investir que dans les gentils, effectivement, tu laisses les méchants à des gens qui ont aucune... C'est l'offre et la demande, qui vont pouvoir les financer à des prix et qui vont faire des opérations. Juste un mot, puisqu'on est là-dedans, parce qu'après je vais oublier, puis je veux qu'on parle de l'énergie. Donc, premier producteur... je crois que c'est le premier producteur mondial de cuivre, le Chilien, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, les courbes d'investissement, si tu veux, le problème qu'ils ont quand même sur le cuivre, je le dis très très vite, c'est qu'ils arrivent au bout des mines actuelles. Ils sont sur des programmes d'investissement considérables, mais les programmes d'investissement considérables maintiennent au mieux la production. Et les besoins, eux, ils sont en hausse. Donc tu as quand même, je le dis juste comme ça, parce que François-Xavier est très optimiste et pense qu'il suffit en gros de rouvrir les mines un petit peu partout et qu'on n'aura plus de problème de production. En ce qui concerne des éléments lourds comme le cuivre, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Je te l'ai déjà dit, tu ne crois pas assez au marché, Stéphane. Je suis désolé, mais vraiment. Là, il y a de la physique, tu vois, il faut creuser, quoi.
Non, mais objectivement, alors tu as deux choses. Tu as la fréquence ou l'abondance du cuivre dans la cour terrestre qui fait qu'on en a en fait des réserves assez considérables. Et qu'est-ce qui va se passer si effectivement on arrive au bout des réserves qu'on trouve? Une réserve, c'est quoi? Une réserve, c'est ce qui a été identifié et ce qui est exploitable au cours actuel du marché. Autrement dit, si les prix augmentent, tu augmentes la taille des réserves puisque tu as des réserves qui deviennent market practice. C'est exactement ce qu'on a vu avec les gaz de schiste il y a 15 ans. Tout le monde disait, il y avait des articles en 2005. Le pétrole. Xavier, je te donne juste le témoignage de ce premier producteur mondial qui pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais une mine, il faut la creuser. Bien sûr. L'urgence, c'est maintenant. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que peut-être que tu as raison dans 15 ans, mais sur les 10 ans qui viennent, tu as un sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les cours vont monter. D'accord, ça veut dire que le recyclage du cuivre et la réutilisation du cuivre va devenir beaucoup plus intéressante. Ça, c'est vrai. Parce que les vraies mines de cuivre, c'est les produits qu'on a déjà construits. Ça, c'est vrai. C'est des câbles électriques et qui transportent et qui sont remplacés par de la fibre. Donc il y a d'abord, ça veut dire que donc le recyclage du cuivre va devenir beaucoup plus intéressant. Donc on pourra pouvoir enfin avoir une industrie de recyclage qui va être rentable. Donc ça, c'est bien. Et après, ça veut dire que tu vas avoir des alternatives. Partout, tu as des alternatives. Au cuivre, c'est d'un compliqué. autre métal ou d'une autre façon de faire. Refaire les réseaux électriques sans cuivre, c'est compliqué. C'est vrai, mais il y a d'autres métaux. Il y a d'autres métaux. Non, à mais ce stade. Tu as toute la partie signal qui se fait très bien avec de la fibre. Voilà. Je referme la parenthèse. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être avoir des tensions sur les cuivres pendant 2, 3, 4, 5 ans, peut-être. Et donc, qui vont faire qu'on va faire des produits avec moins de cuivre, qu'on va faire du lisane avec moins de cuivre. Sauf que c'est son grand plan. Alors, allons-y sur l'énergie, on va finir avec ça. Je remercie Isabelle qui on était un petit peu en retard, donc voilà, elle avait un rendez-vous, donc elle ne nous accompagne pas sur la fin de cette émission. Elle reviendra évidemment très très vite. Là, c'est maintenant. Le sujet est d'ailleurs absolument passionnant, notamment autour du nucléaire, c'est-à-dire le temps de construction du nucléaire fait que tu peux, je crois, légitimement te poser des questions sur savoir si c'est la bonne solution par rapport à l'urgence devant laquelle tu es. Point. Mais les grands plans de fermes d'éoliennes en large, par exemple, il faut des masses de cuivre pour rallier tout ça au réseau. Voilà, là, tu as un sujet physique immédiat qui va être réglé par le marché. Et qui va... Non, mais Stéphane, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des tensions pendant 5 ans, je suis d'accord avec toi. Non, mais encore une fois... Juste un point, parce que je voudrais quand même juste la dernière question que je voulais vous poser, puisque, donc, énergie comme 73, j'ai vu un article du Monde, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, que je trouvais très intéressant. Donc, c'est l'image utilisée par Bruno Le Maire, l'idée de dire qu'on est dans un choc comparable au choc pétrolier, pour alors mettre en avant l'action de l'État et puis justifier les dépenses considérables. Je rappelle, c'est 25 milliards. N'écoutez pas ce que là, c'est 25 milliards là. Pour l'instant, qui sont mis sur la table pour essayer de limiter la hausse de la facture d'électricité des Français. Donc pour justifier tout ça, on dit c'est 73, et en 73 on n'avait rien fait, et c'est pour ça que l'économie s'est effondrée. Et le papier explique bien que c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu dangereux à manier comme image. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-Charles, dans les 5-6 minutes qui nous restent là? Sur l'électricité, je trouve tout à fait regrettable que l'État soit venu accompagner de manière aussi massive la hausse des prix pour que les gens ne sentent rien. C'est-à-dire cette idée, je dois absolument désensibiliser complètement les citoyens à toute poussée d'inflation et pas leur expliquer que c'est pas de chance, mais c'est comme ça, et qu'en effet la facture va prendre 40%. Ce qui se passe dans d'autres pays, des pays voisins. Mais si tu fais pas ça, tu crées une crise pour le coup économique un peu artificielle. Pas forcément, parce que d'abord, les années 70, c'est des années qui n'ont rien à voir en termes de tissu économique, d'organisation de l'économie avec notre économie d'aujourd'hui. Mais rien. On est beaucoup plus dépendante au pétrole, beaucoup plus dépendante à l'énergie en 70. Et puis beaucoup moins mondialisé, beaucoup moins de possibilités de trouver des façons de s'organiser qui sont différentes, d'une sensibilité pour les consommateurs qui était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement, depuis 50 ans, en tout cas, le prix, on le voit à l'heure de le litre d'essence en heure de SMIC. Mais la question, a considérablement diminué. On l'a vu, on a commencé cette émission avec ça. L'argent public peut servir à effacer un choc et à maintenir le tissu productif. Oui. En gros, ce que dit le maire, c'est si je ne fais pas ce que je fais là, je me retrouve comme avec un nouveau choc qui va détruire le tissu productif de manière artificielle. Je pense que quand les choses sont d'une ampleur importante et sont liées à une décision de l'État, comme ça a été le cas pour la crise sanitaire. Là, c'est totalement légitime, on comprend la chose, c'est-à-dire que l'État prend une décision parce qu'il considère que c'est l'intérêt, le bien-être collectif qui est en jeu, il fait une action. Quand c'est un prix, non, je ne suis pas d'accord. Pour le coup, je pense qu'il faut laisser faire et que la conséquence, qui plus est,
souhaité en partie, si je prends l'échelle plus large que l'échelle française, où l'électricité, la production d'électricité est décarbonée, mais c'est aussi quand même justement de dire est-ce que je peux moins consommer, donc faire plus de sobriété, ce qui a priori devrait être justement ce qu'on attend du signal prix. On a mis en place une taxe carbone dans l'idée que justement le signal prix joue de manière artificielle et non pas par le marché, par vraiment une augmentation de taxes pour que les gens soient plus sobres. Là, il y a un pur événement de marché et on ne veut pas le suivre. François-Xavier, tu es d'accord avec ça? Ça ne m'étonne pas. Totalement, penses-tu? Mais c'est évidemment, mais l'intérêt, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé en 73? Il faudra que j'invite quelques gauchistes quand même. Un peu de dirigisme pécrétien quand même, bon Dieu. Vas-y, François-Xavier, pardon. Ce qui s'est passé en 73, tu as eu exactement ce que Jean-Charles a décrit, c'est-à-dire que les prix ont monté et effectivement, on a fait des voitures, notamment en Europe, beaucoup plus économes, on a abandonné le Concorde, on a travaillé sur la consommation des avions et donc on a fait exactement ce que décrit Jean-Charles, c'est-à-dire on a travaillé sur la sobriété. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ici le prix du cuivre va monter, on va quelque part en mettre moins dans nos produits. Donc il y a une logique effectivement du signal prix. Bon, après, la comparaison qu'il fait avec 73, il y a certainement des raisons politiques en disant voilà la crise, etc. Moi, je trouve qu'il y a deux points communs quand même avec la crise de 73. Le premier, c'est que c'est une crise indirecte, une crise dérivée entre guillemets. Aujourd'hui, c'est la crise énergétique est quand même en grande partie liée à la tension qui a lieu et à la sur le gaz, sur le gaz et puis sur le Covid également. Et puis de même que la crise de 73 en fait est très liée à l'abandon du système monétaire de Bretton Woods. Donc c'est la baisse du prix la dévaluation du dollar à partir de 71 qui se traduit par les prix du pétrole étaient fixes en dollars, qui étaient indexés sur l'or, et donc voilà. Ne rentrons pas à Bretton Woods à 2 minutes de la fin de l'émission. Ouais, excuse-moi. donc deux crises indirectes et deux crises avec des dimensions géopolitiques également assez fortes. Là, on a effectivement clairement la dimension géopolitique avec la Russie, etc. Avec la Russie. À l'époque, c'était plutôt Kippour. Donc on est sur voilà, c'est les deux points communs. Après, est-ce que c'est un événement d'une même ampleur avec la logique monopolistique de l'OPEP à l'époque? Je crois pas. Bon, après, il y a certainement des arrêts-pensées sur le contexte actuel électoral, mais on n'est, à mon avis, pas dans l'ampleur du choc de 73. Surtout, il y avait l'indexation des salaires dans les années 70, qui était quelque chose qui a été absolument terrible pour les économies développées. C'est qu'en fait, on a créé une inflation massive qui aurait été totalement différente si on avait accepté que les gens, à ce moment-là, perdent un peu de pouvoir d'achat et que les choses se rétablissent progressivement. C'est-à-dire que l'idée de vouloir tout de suite compenser toutes les pertes de pouvoir d'achat, en l'occurrence par l'indexation des salaires, a généré une inflation massive, a fait une boucle prix-salaire absolument ultra puissante qu'il a fallu 8 ans, 9 ans pour résorber. Et donc les 10% de hausse de salaire de Pécresse, par exemple, c'est un peu retrouvé, on n'a plus le temps, il nous reste 30 secondes, mais c'est un peu retrouvé cette boucle prix-salaire. En tout cas, ce que tu disais, compenser systématiquement. En l'occurrence, elle, ce qu'elle veut, c'est pas changer le coût du travail. Donc, quand on ne change pas le coût du travail, c'est différent. Elle veut alléger les cotisations sociales. Ça n'empêche pas que le programme mérite d'être, pour le moins, rendu plus rigoureux. Mais en l'occurrence, le sujet est différent puisqu'elle veut travailler sur l'écart entre le coût du travail et le salaire net. Les amis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On parlera plus longuement d'ailleurs des programmes. On parlera de politique, mais vraiment de politique, avec deux analystes politiques et de l'opinion pour finir la semaine. Et donc, à demain.